L'ancien argent ne survit pas par hasard. Il survit en rendant sa fortune presque intouchable. Des empires se cachent derrière des musées, des héritages et des lois écrites pour ne jamais expirer. Mais certaines fortunes continuent de grandir, même après que leurs propriétaires ont disparu. Propriété privée de Mars Incorporated. Forrest Mars Senior n'a pas bâti Mars pour les applaudissements. Il l'a bâti pour rester hors d'atteinte. Depuis McLean en Virginie, la famille Mars tient toujours Mars Incorporated, une forteresse privée derrière ses façades de siège social et ses grilles fermées. C'est l'entreprise de confiserie lancée par Franklin Clarence Mars que Forrest a transformée en empire alimentaire mondial. Cet empire, vous le croisez tous les jours. M&M, Snickers, Milky Way, Twix, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, dans les rayons de bonbons des supermarchés, sur les chaînes modernes des usines alimentaires, dans les entrepôts de nourriture pour animaux empilés de palettes. Tout cela appartient à une seule machine privée. Forbes évaluait la fortune familiale à environ 129 milliards de dollars en 2026. Mais la véritable démonstration de force se trouve ailleurs, dans ce que personne ne voit. Aucune action en bourse. Aucun investisseur activiste qui force la porte. Aucun rituel trimestriel devant les marchés. Aucun acheteur hostile qui rôde près du portail. Des salles de marché vides. Des portes de conseil fermées. Des bureaux vitrés où la poignée de main peut être refusée sans explication. On garde le contrôle en déclinant l'invitation du marché. Ensuite, la discrétion devient le produit. Le royaume touristique de Biltmore Estate. En 1930, Biltmore a trouvé le moyen de faire payer le simple passage de sa grille. La fortune restait privée, mais le public finançait déjà l'entrée du mythe. À Asheville, en Caroline du Nord, George Washington Vanderbilt le II avait lancé le chantier en 1889. Les portes de la demeure ouvrent en 1895, face aux vallées boisées des Blue Ridge Mountains, avec près de 250 pièces derrière ces murs de pierre. Vue du ciel, la propriété semblait interminable. Elle couvrait autrefois environ 125 000 acres, entre jardins, routes privées et vastes terrains forestiers. Une grande partie fut ensuite vendue, et ces terres contribuèrent à former la Pisgah National Forest. Mais là où le reste de l'empire Vanderbilt reculait, cette branche a tenu bon. Elle a transformé l'étalage aristocratique en patrimoine payant. Les visiteurs franchissaient l'entrée, montaient le grand escalier, traversaient la salle de banquet, suivaient les visites guidées, puis repartaient avec l'impression d'avoir touché une Amérique disparue. Sous les descendants de Cornelia Vanderbilt, Biltmore est devenu à la fois maison historique privée, domaine viticole, hôtel, lieu d'événements et marque à part entière. Les façades se restaurent, la cave accueille le public, les jardins restent impeccables et chaque pierre continue de raconter une histoire soigneusement entretenue. On hérite de l'excès, on emballe la nostalgie et l'on fait payer au public la préservation du décor. Ensuite, la terre cesse d'être un paysage et devient un rempart. Bouclier fiduciaire du domaine Grosvenor. Le 9 août 2016, Gerald Cavendish Grosvenor, 6e duc de Westminster, s'éteint et l'addition paraît implacable. 40% au-dessus du seuil, sur une fortune que la presse évalue à près de 9 milliards de livres. Mais le coup avait commencé en 1677. Bien avant les grilles closes d'Eaton Hall dans le Cheshire, bien avant la façade du domaine et les ombres d'un jeune aristocrate marchant devant un manoir anglais du XVIIe siècle. Tout part d'un contrat de mariage. Sir Thomas Grosvenor épouse Mary Davis. Des terres londoniennes deviennent Mayfair. Les terrasses géorgiennes deviennent des adresses privées. Belgravia s'aligne en façade blanche. Belgrave Square expose ses hôtels particuliers. Et autour d'un jardin fermé de Mayfair, la rente s'installe. Puis la famille cesse de ressembler à un propriétaire, dans des salles de conseil feutrées, entre administrateurs anonymes et cabinets d'avocats londoniens. Les trustees détiennent le titre légal au nom de trusts résidant au Royaume-Uni. Les Grosvenor d'aujourd'hui et de demain en gardent le bénéfice. Hugh reçoit le titre à 25 ans. Le HMRC reçoit les dossiers à St. Parliament Street. Voilà comment la terre devient une dynastie. Gratz remis à zéro de la famille Walton. 253 milliards de dollars en 2 ans. Voilà ce qu'une flambée de l'action Walmart peut rapporter quand le contrôle est déjà enfermé dans les véhicules de la famille Walton. Devant le siège de Walmart ou sous l'enseigne bleue d'un magasin, le mécanisme reste invisible. En salle de réunion de gestion de fortune, puis dans le cabinet d'un avocat en planification successorale, tout se joue à froid. Les titres montent sur les écrans de marché. Le coffre de la banque attend. Le conseiller financier tape ses calculs sur son bureau. Puis arrive l'arme la plus discrète, le GRAT, à valeur ramenée à zéro.
On place des actions à forte croissance dans une fiducie. Cette fiducie vous rembourse par des annuités calculées au taux de l'administration fiscale américaine à Washington, D.C. Si l'action dépasse cette hypothèse, les héritiers gardent l'excédent avec peu ou pas d'impôt sur les donations. C'est le tour de passe-passe. Comme des mains de magicien sur un paquet de cartes. Le fisc chiffre l'avenir d'une façon. Walmart le chiffre d'une autre. Pendant que les écrans boursiers grimpent et que les entrepôts Walmart tournent à plein régime, les comptables fiscaux recomptent. ProPublica a rapporté qu'Audrey Walton avait utilisé une stratégie de fiducie, poussant l'évitement des droits de succession jusqu'à la limite. Au tribunal des successions, le dossier semble propre. Dans les rédactions d'enquête, les journalistes suivent les traces. Dans les assemblées d'actionnaires, les mains se lèvent. Les votes restent concentrés. La plus-value continue d'avancer. Et l'IRS regarde encore les calculs d'hier. L'empire alimentaire privé Cargill-Macmillan. Si la dynastie précédente se cachait derrière la culture, Cargill se cache dans votre dîner, sur la table familiale, dans le pain, dans la viande, dans les ingrédients que personne ne remarque. Tout commence avec William Wallace Cargill, en 1865, dans l'Iowa, avec une simple activité de stockage de grains, un élévateur à grains du 19e siècle. Puis la famille garde la main, par les mariages Cargill et Macmillan, par les alliances transmises comme des héritages, par les successions, dans les couloirs des vieilles demeures familiales. Aujourd'hui, environ 100 membres de cette famille contrôlent l'une des plus grandes sociétés privées des États-Unis. Son centre névralgique est à Minnetonka, dans le Minnesota. La machine touche le négoce des céréales, l'alimentation animale, la viande, le transport maritime, les ingrédients alimentaires et les services financiers. Des terminaux céréaliers américains aux cargos chargés de grains. Des silos industriels reliés aux rails jusqu'aux voies où passent les trains de fret. Cargill pèserait à lui seul près d'un quart des exportations de céréales des États-Unis. Ce n'est plus une entreprise familiale, c'est une infrastructure avec un nom de famille. Le contrôle privé veut dire pas de cotation publique, moins d'obligations de transparence et davantage d'espace pour déplacer le capital avant que les autres ne voient la carte. Derrière les portes fermées des conseils d'administration, dans les réunions privées de dirigeants, entre des mains de traders qui font circuler l'argent. Bloomberg a rapporté un dividende record d'1,5 milliard de dollars après une hausse des bénéfices de 44%. Vous ne possédez pas le garde-manger, vous possédez la route qui y mène. La machine anti-impôt de la dynastie Mellon. Andrew Mellon connaissait l'astuce des deux côtés de la table. De 1921 à 1932, il dirigeait le Trésor des États-Unis, pendant que la fortune familiale reposait sur la banque, l'aluminium, le pétrole, le charbon et la finance industrielle. On bâtit d'abord le magot, ensuite on bâtit l'abri. La machine Mellon passait par des trusts, des fondations, des institutions entières, transformant une richesse privée en pouvoir dynastique. Elle achetait aussi le prestige. L'argent des Mellon a contribué à faire naître la National Gallery of Art à Washington, D.C. Ce palais de marbre où une fortune industrielle pouvait se présenter comme une vertu civique. Plus tard, ProPublica a montré comment des descendants utilisaient des trusts et des structures caritatives pour mettre leur patrimoine à l'écart des droits de succession. En 2020, l'héritier Timothy Mellon a versé 60 millions de dollars à des groupes soutenant Donald Trump et les républicains. On protège la fortune héritée, puis on finance la politique qui la protège. La guerre du trust familial Pritzker. En 2002, Liesl Pritzker-Simmons traîne la machine familiale devant les tribunaux. Elle attaque son père et ses cousins aînés, en affirmant que de l'argent a été prélevé dans ses trusts. Son frère Matthew se retrouve aspiré dans le conflit. Et soudain, toute l'architecture devient visible. Dans les salles de conférence des cabinets d'avocats, dans les dossiers feutrés de la gestion de fortune, jusque sur le banc vide des témoins, le secret Pritzker cesse d'être une affaire de couloir. La fortune remonte à 1957, quand les Pritzker achètent le Hyatt House, près de l'aéroport international de Los Angeles. A.N. Pritzker et ses fils transforment cet hôtel en empire privé, puis enfouissent la richesse dans un immense réseau de trusts familiaux à la fin du XXe siècle. Voilà comment on protège une dynastie. On fragmente la propriété, on verrouille le contrôle derrière des portes de conseil d'administration, on garde les coffres hors de portée, les héritiers deviennent riches sur le papier, mais presque impuissants dans les faits. Puis Liesl fait exploser les documents. La famille s'avance vers le partage de la fortune et le système de contrôle commence à déchirer ceux-là même qu'il était censé servir. L'enlèvement de Getty et l'empire du trust. L'oreille arrive avant l'argent. En 1973, John Paul Getty le troisième est enlevé en Italie et la rançon se chiffre en millions. J. Paul Getty possède la fortune.
Mais il possède aussi les verrous. Le pétrole a bâti l'empire, Getty Oil a imposé le nom, pourtant ce sont les trusts et les pensions familiales qui décident qui peut réellement toucher l'argent. Alors, sous les rues nocturnes de Rome, au bout d'un téléphone plongé dans l'ombre, une crise familiale vient se heurter à un pare-feu privé. Getty refuse de payer toute la somme, jusqu'à ce que les ravisseurs s'en prennent à son petit-fils et lui retirent une oreille. Après ça, l'argent circule. Depuis les coffres, les accords, les signatures dans les bureaux feutrés. Et même là, selon plusieurs récits, Getty en prête une partie à son propre fils, avec intérêt. J. Paul Getty disparaît le 6 juin 1976. Sa succession finance le J. Paul Getty Trust. La douleur devient provenance. La rançon trouve son montage financier. Et le nom finit suspendu dans le marbre. Blanchiment du nom du Sackler Museum. On grave le nom de famille dans le marbre avant que les assignations n'arrivent. Les Sackler possédaient Purdue Pharma, le fabricant de l'Oxycontin, approuvé par la FDA en 1995. Plus tard, le marketing de Purdue s'est retrouvé au cœur des procédures liées à la crise des opioïdes. Alors, avant que l'addition ne tombe, on construit une autre identité. Des membres de la famille Sackler ont versé des centaines de millions à des musées et à des universités, achetant de la distance réputationnelle et une forme de légitimité institutionnelle. Leur nom s'est affiché au Metropolitan Museum of Art, au Louvre, à la Tate, au Guggenheim et à Harvard. Sur des murs de donateurs, dans des galas feutrés, dans les couloirs respectables où l'argent devient mémoire officielle. Puis Nan Goldin et PAIN ont visé ces mêmes machines de prestige avec leurs actions, notamment en répandant des flacons de médicaments sur les sols des musées. Dans les années 2020, les institutions ont commencé à retirer le nom, lettre après lettre, plaque après plaque. C'est le même mécanisme, mais à l'envers. La plaque devient une pièce à conviction, plus un hommage. Réseau offshore Maxwell Lahoud. Le 5 novembre 1991, Robert Maxwell, magnat britannique des médias et père de Ghislaine Maxwell, disparaît depuis son yacht au large des îles Canaries. Puis les comptes remontent à la surface. Les enquêteurs découvrent un trou immense dans les fonds de pension de ces sociétés. Et soudain, l'Empire ne ressemble plus à un groupe de presse. Il ressemble à une machine d'extraction. Des bureaux se vident. Des coffres ne contiennent plus rien. Dans des salles de réunion fermées, des spécialistes passent les dossiers au crible, pendant que des journalistes d'investigation remontent la piste depuis les rédactions. Des décennies plus tard, l'OCCRP et le Miami Herald examinent des fichiers ayant fuité de Lahoud, une fiducie offshore basée à Jersey. Dans les quartiers financiers de l'île, derrière les façades de verre et les tours bancaires, les noms qui reviennent sont ceux de membres de la famille Maxwell et de leurs associés. Les outils sont toujours les mêmes. Sociétés offshore, trust, accords boursiers discrets, paiement à l'étranger, montage lié à des entreprises américaines cotées en bourse. Le but est limpide. Forcer les créanciers à poursuivre des ombres, obliger les enquêteurs à suivre des papiers d'un pays à l'autre, jusque dans des couloirs vides, des bureaux abandonnés, des postes frontières de nuit. Quand votre réputation s'effondre, la structure, elle, reste debout. Voilà le tour de passe-passe. Affaire de maltraitance sous tutelle de Brooke Astor. Brooke Astor aurait dormi sur un canapé souillé pendant que sa propre fortune se déplaçait autour d'elle. Elle avait épousé un empire bâti par John Jacob Astor, d'abord avec le commerce des fourrures, puis avec la pierre new-yorkaise. Dans les salons de l'âge doré, derrière les façades des grandes demeures de Manhattan, ce nom pesait déjà comme une institution. Veuve de Vincent Astor, Brooke était devenue le visage mondain du vieux New York, celui de la générosité aristocratique et des galas de charité. Par l'intermédiaire de la fondation Vincent Astor, elle a distribué plus de 200 millions de dollars. Puis la vieillesse a déplacé le terrain de la lutte. En 2004, son fils Anthony Marshall a obtenu une procuration. La fortune n'avait plus besoin d'être prise d'assaut. Il suffisait d'avoir accès. Son testament a été modifié. La qualité de ses soins a été mise en cause. Derrière les portes closes d'appartements luxueux, dans des couloirs feutrés et des chambres à moitié dans l'ombre, des rapports ont décrit une femme très âgée laissée dans des conditions indignes, tandis que des papiers juridiques se signaient et que le patrimoine continuait de circuler. Brooke Astor est décédé le 13 août 2007, à l'âge de 105 ans. En 2009, Anthony Marshall a été reconnu coupable de vol qualifié et de complot devant la justice new-yorkaise. Pas besoin de compte offshore quand on contrôle les infirmières, le notaire et la pièce. Trust dynastique du Dakota du Sud. Dans le Dakota du Sud, les grandes fortunes ont appris un tour moderne. Pas besoin d'un nom célèbre. Il suffit d'avoir la bonne charte de trust.
Aux côtés du Nevada, du Delaware et de l'Alaska, l'État est devenu une forteresse pour les trusts dynastiques, la planification des transmissions qui sautent une génération et les grandes tort trusts. Dans une salle de signature, au fond d'un cabinet d'avocats, on y place les actifs une seule fois, puis on les projette au-delà des enfants, vers les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et même vers des héritiers qui ne sont pas encore nés. Le principe est froidement simple. Réduire les droits de succession. Réduire les taxes sur les transmissions entre générations. Empêcher la facture fiscale de réapparaître à chaque décès. Derrière les portes closes des administrations fiscales, pendant que les familles organisent leur héritage et que les fauteuils restent vides dans les salons funéraires, le capital continue sa route. David Gamage, Brian Gall et leurs co-auteurs ont estimé qu'au moins 4100 milliards de dollars dorment dans des trusts qui devraient être soumis à l'impôt sur les transferts de richesses, mais qui, dans les faits, restent hors de portée des taxes existantes. On construit la structure, on l'enterre dans le droit, et les riches disparus continuent de voter avec leur capital.